Chapitre 17. Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais pas encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments, mais en présence du guide, je me tus. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie Virlandaise, et je m'approchai de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait 100 pieds de diamètre, ou 300 pieds de tour. Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait, et je regardai. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige monter à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retient, celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelsers-Kirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir, mais comment la détacher lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure ? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendue de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en halant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle après avoir achevé ses préparatifs, occupons-nous des bagages. Ils vont être divisés en 3 paquets, et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements, et cette masse de cordes et d'échelles, qui se chargera de les descendre ? Ils descendront tout seuls. Comment cela ? Demandai-je. Tu vas le voir. Mon oncle employait volontiers les grands moyens, et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles, et ce paquet solidement cordé fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, fit-il, à nous maintenant. » Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant. Hans, mon oncle et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissai couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre m'arc-boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vînt à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de 3 personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans,
il disait de sa voix tranquille « Gefakt !»« Attention !» répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts. L'autre s'éleva dans l'air. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie, ou mieux de grêle, fort dangereuse. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de 200 pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère. Qu'ils fussent Pliocène, Miocène, Éocène, Crétacé, Jurassique, Triasique, Permien, Carbonifère, Dévonien, Silurien ou Primitif, cela me préoccupa peu. Mais le professeur, sans doute, fit ses observations ou prit ses notes, car à l'une des haltes, il me dit « Plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment, et la descente recommença. Au bout de 3 heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevai la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher, l'obscurité se faisait peu à peu. Cependant, nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de corde, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété 14 fois cette manœuvre, qui durait une demi-heure. C'était donc 7 heures, plus 14 quarts d'heure de repos, ou 3 heures et demie. En tout, 10 heures et demie. Nous étions partis à 1 heure. Il devait être 11 heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds. En ce moment-là, la voix de Hans se fit entendre. « Halt !» dit-il. Je m'arrêtai court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés, » dit celui-ci. « Où ?» demandai-je en me laissant glisser près de lui. « Au fond de la cheminée perpendiculaire. » Il n'y a donc pas d'autre issue ? Si, une sorte de couloir que j'entrevois, et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord, nous dormirons après. L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et chacun se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube, long de 3000 pieds, qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation, et qui, d'après mes calculs, devait être baie de la Petite Ourse. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 18. À 8 heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les 1000 facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillaient comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu » fit mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse ? Plus de bruit de charrette, plus de cris de marchands, plus de vociférations de bateliers. » Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits, mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc, s'écria mon oncle. Si tu t'effraies déjà, que sera-ce plus tard ? Nous ne sommes pas encore entrés d'1 pouce dans les entrailles de la terre. »
Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical qui aboutit au cratère du Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer. En êtes-vous certain? Très certain. Consulte le baromètre. En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. Tu le vois, reprit le professeur. Nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère, et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. Cet instrument allait en effet devenir inutile, du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. Mais, dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit très pénible? Non, nous descendrons lentement, et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures, et nous en aurons trop peut-être, mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne? Je me souvins alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Hans, qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit. Der Hüppe. Là-haut. En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt, l'agile Islandais grimpa comme un chat et en quelques minutes, le paquet nous rejoignit. Maintenant, dit mon oncle, déjeunons. Mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire. Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlée de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi 1er juillet. Chronomètre, 8h17 du matin. Baromètre, 29P 7L. Thermomètre, 6 degrés. Direction est-sud-est. Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut indiquée par la boussole. Maintenant, Axel, s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Ruhmkorff suspendu à son cou. De l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil, qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route !» fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et moi, troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête, et j'aperçus une dernière fois, par le champ de l'immense tube, ce ciel de l'Islande, que je ne devais plus revoir. La lave, à la dernière éruption de 1229, s'était frayé un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures, tenaient lieu de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur les autres parois. La lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies. Des cristaux de quartz opaques, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres, semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. « C'est magnifique !» m'écriai-je involontairement. « Quel spectacle, mon oncle! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge-brun au jaune éclatant par dégradation insensible, et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux. »« Ah, tu y viens, Axel, répondit mon oncle. Ah, tu trouves cela splendide, mon garçon. Tu en verras bien d'autres, je l'espère.
Marchons, marchons. Il aurait dit plus justement glissons, car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le Facilis Descensus Averni de Virgile. La boussole, que je consultais fréquemment, indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible, ce qui donnait raison aux théories de Davy. Et plus d'une fois je consultai le thermomètre avec étonnement. 2 heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route, mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne, où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait? À quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisée. Le mot halte me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave, et chacun mangea avec appétit. Cependant, une chose m'inquiétait. Notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors celle-ci manquait absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet. Cette absence de source te surprend? Dit-il. Sans doute, et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. Sois tranquille, Axel, je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous n'en voudrons. Quand cela? Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave, comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois? Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs? Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. D'après ton système, répondit mon oncle. Qu'indique le thermomètre? 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien, conclus? Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'1 degré par 100 pieds. Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakoust, en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'1 degré avait lieu par 36 pieds. Cette différence dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterai aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint, et à travers les Ness, on a remarqué que l'élévation de la température était d'1 degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons. Calcule, mon garçon. Rien n'est plus facile, dis-je en disposant des chiffres sur mon carnet. 9 fois 125 pieds donne 1125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Est-il possible? Oui, où les chiffres ne sont plus les chiffres. Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitzbühel dans le Tyrol et celles de Württemberg en Bohême. La température, qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit, était de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir.